acheter rembouché. Ouais. Donc on va se rapprocher de la rubalise après carrément. On va recommencer en parcours. Descend encore un petit peu juste là, sur 1 mètre, descend. Regardez un peu. Les vestiges qu'on a trouvés la première semaine ont été nettoyés, observés, dégagés davantage d'ailleurs, parce que la partie en place qu'on a laissée, qu'on a réenfouie à la fin de la fouille, sont avérés encore plus importants que ce qu'on avait vu les premiers jours. Il y a une demi-lune du grand salon qui est entièrement conservée sur près de 50 cm de hauteur, ce qui n'est pas négligeable. Et voilà, maintenant, la question se pose de savoir ce qui reste. Le terrassement, ça nous a permis de mettre à nu le sol 2 mètres au-dessus du sol final. D'ailleurs, parce que Marot, lui, il dessine ce qu'il voit. Il vient, la grotte est construite depuis plus de 50 ans quand il vient, donc il dessine un bâtiment visible, il ne dessine pas la structure. Donc, ça, on voit qu'il y a des contreforts là. Oui, oui. C'est la limite, normalement, la grotte, elle se termine à peu près ici. En fait, là, ce qu'on veut payer, c'est ça. Ah, oui. Sympa ça, hein? L'erreur que je dis depuis le début, si je me suis trompé dans les terrassements, donc il faudrait avancer d'1 mètre, de là-haut. Et j'ai pas envie. Personne n'a envie d'aller déplacer. Donc là, normalement, on est en match de la fouille par là, et donc on est très content. Et la brouette? Ah, je commence à ça. Il a regardé tout de suite, je donne mes étiquettes. Il a l'air assez... J'ai ce qu'on appelle des villages, des grandes... On n'a pas le droit à l'erreur. Ah oui, complètement, oui. Parce que c'est Et là, on a un début de face plane là, qui est assez sympa. Si on met une palette dessus et qu'on monte tout un système en bois, un berceau, et qu'on retourne le tout, après, avec des plateaux et des roules, on le sort. J'ai trouvé ma lampe électrique. Tout va bien. C'est l'objectif. C'est un sarcophage. Oui, Ouais, ça ce qui me faisait un petit peu peur dans le retournement, c'est qu'en fait, déjà quand on va enlever les supports qui sont en dessous, donc elle va déjà forcer dans un sens, on va la retourner, elle va reforcer dans l'autre. C'est ça qui me fait peur. Pendant le retournement, c'est pas la difficulté ça. Donc de toute façon, il est sur palette. Donc ça frotte, tu as un poteau. Tu mets le rond ou pas? Tu voulais le rajouter là? Attention, là-bas, il y a pas là-dessus. Alors là, le roule, on ne pas grand-chose. Attention. Et on peut l'orienter autrement, un peu par là, Tout petit peu. Quand il est à plat. Et là, il n'y a rien du tout. Laisse-le Bertrand, il est à plat. Avec une grosse cale de bastin, là, la même épaisseur.
Non mais je vais remonter avec. Hein. De toute façon, il faudra qu'il remonte alors, hein. Autant qu'il remonte tout de suite. Il y en a un qui bouge là, je crois. Ouais. Ouais, celle-là, elle me plaît pas, là, celle-là. Nous sommes sur le site, en forêt, sur le site du château de Noisy, avec pour cette année comme projet d'étudier le réseau hydraulique avec 2 endroits en particulier, le pavillon de la machine, là où était fabriqué le jet d'eau de la Drotte et les jets d'eau des jardins. Et en deuxième temps, nous irons chercher l'emplacement de l'un des bassins des jardins, celui qui se trouvait sur le parterre haut de la Drotte, c'est-à-dire au-dessus, avec lui aussi un jet d'eau. À l'emplacement du pavillon de la machine, nous sommes à un des 4 angles de la terrasse du château, du côté de la Drotte. À cet emplacement, des maçonneries sont apparues jusqu'à 2-3 mètres de hauteur, c'est assez important. Nous sommes au niveau du fossé qui entourait le château, et au fond de ce pavillon se trouve encore un puits. Et ce puits, que nous avons donc dégagé sur la première partie, sur plus de 2 mètres de profondeur, servait à aller chercher de l'eau, à puiser de l'eau donc, pour l'élever ensuite avec la machine, qui elle a disparu malheureusement, dans les tuyaux en plomb pour forcer l'eau, pour amener un jet d'eau tout à fait extraordinaire dans la grotte, 8 mètres de haut, c'est vraiment un jet d'eau très important pour cette époque, et aussi pour alimenter les jets d'eau des 2 bassins. Eh bien, ici, au milieu de la forêt, nous avons découvert un bassin rond dont la margelle a été partiellement dégagée par les fouilles. On ne le voyait absolument plus, il est sur quelques plans, très rarement, car il était détruit à l'époque de Louis XIV. Mais au temps de Gondy, c'est un bassin important qui se trouve juste au-dessus de la grotte, qui se trouve derrière moi. Et ce qui est très intéressant sur ce bassin, c'est qu'il existait encore dans les fondations, dans le radier du bassin, dans la structure de maçonnerie qui servait à faire l'étanchéité du fond du bassin, il existait encore 100 tuyaux en plomb servant à fabriquer le jet d'eau, avec au milieu du bassin une sortie en plomb, un rétrécissement du tuyau, ça s'appelle l'ajutage, pour faire un jet de quelques mètres de hauteur. Alors l'élément principal parmi les vestiges qui ont été mis au jour, c'est un aqueduc assez haut, hein, 1,60 m de hauteur, on s'y promène assez aisément à l'intérieur. Il forme un coude, comme ça, parce qu'il passait depuis la terrasse supérieure vers le bassin lui-même, avec de l'eau qui arrivait depuis la forêt. Et à l'intérieur de cet aqueduc, qui mesure actuellement, parmi les vestiges, une dizaine de mètres de longueur, mais il était certainement bien plus long à l'origine, puisque l'entrée même a été détruite lors des différentes démolitions. Et à l'intérieur de cet aqueduc se trouvait encore un élément de tuyauterie très intéressant, très original, et sur lequel nous on commence à travailler, et sur lequel on fait les premières observations. C'est une grosse pierre, un bloc de pierre d'environ 40 cm de côté, un cube. Donc c'est assez massif. À l'intérieur de cette pierre, 2 passages de tuyauterie, une arrivée avec un gros diamètre, une quinzaine de centimètres, un peu plus même, et puis à la sortie, un petit diamètre, entre 5 et 10 cm. Voilà. Et c'est manifestement une pierre qui servait, elle était scellée dans l'aqueduc lui-même, donc c'est vraiment une pierre qui était là dans la construction, dans l'aménagement, c'est pas une pierre qui est tombée ou qui a été rapportée lors de la démolition. Et cette pierre servait à isoler le joint, à faire la jonction entre le tuyau d'arrivée et le tuyau de sortie. Alors nous allons commencer la 5e campagne de fouilles avec cette année le château. C'est quand même le morceau le plus imposant, le plus important du site.
après avoir fouillé la grotte et divers bâtiments hydrauliques les années précédentes. Plus haut que le sol naturel, donc la cave, on peut très bien être au fond de la cave. Les deux sont bons, il n'y a pas un plus belle que l'autre, il y en a un qui trompe, inévitablement. Là, il n'y a pas de sorte. Sur Des chiffres. Il est anormalement épais, on est en train de le confirmer d'ailleurs, en le voyant vraiment, mais il est très épais. Et si c'était un mur de cloison, il ne serait pas si épais que ça. Alors ça c'est le noyau de l'escalier. Il va y avoir des pierres au milieu qu'ils ont maçonné autour en rond. Donc l'escalier, il était dans ce sens-là. Après une semaine de chantier, nous avons retrouvé les structures du château, les maçonneries des murs, murs de refend, c'est-à-dire le mur qui coupe le château en deux, avec quelques traces intéressantes d'enduit sur les murs, notamment le mur des cuisines, et d'autres structures qui sont à l'extérieur même du château, c'est-à-dire sous la terrasse entre le château et le fossé, où il y a diverses structures qui ont été retrouvées, des maçonneries, des murs, des voûtes, et donc là le chantier n'est pas encore terminé, mais on pense pouvoir accéder au niveau de sous-sol assez rapidement maintenant du côté nord-ouest du château. Dans la deuxième semaine, on a fouillé des zones du côté de la commune de Bailly, donc vers l'est, le château est sur les deux communes. Et dans cette deuxième semaine, nous avons trouvé un escalier qui est sur les plans, mais sur les plans, il monte à l'étage. Nous l'avons fouillé dans la descente, au-delà du sous-sol, vers les caves, manifestement. Nous ignorons qu'il y avait des caves sous le château. On connaît les caves à l'extérieur du château, qu'on a fouillé la première semaine. On a retrouvé aussi des éléments de cave du même côté, mais là l'escalier descend vers à peu près nulle part, si ce n'est une sortie, un passage qui a été muré autrefois, on ne sait pas quand, et on ne sait pas pourquoi. Dans les remblais de cette zone, nous avons trouvé une très grande quantité de fragments plus ou moins importants, ça va jusqu'à 50 cm et même un peu plus, donc des beaux morceaux de plâtre peint, et avec des dorures dans la peinture, c'est absolument somptueux. Alors tous ces décors sont trouvés dans la même zone. De très nombreux fragments ont été trouvés, mais à peu près tous au même endroit, dans une zone qu'on n'a pas fouillée entièrement. Et donc là, je crois qu'on n'a pas le choix, il faudra y revenir. Bon, la plus belle surprise, évidemment, c'est la conservation du four. Du grand four. Il y avait plusieurs fours dans les sous-sols du château et le grand four était à peu près intact, enfin archéologiquement intact, c'est-à-dire la voûte complète, l'architecture à peu près en bon état.
Cette année, c'est la 7e campagne de fouilles que nous faisons sur le site du château de Noisy. Et nous reprenons les recherches sur l'emplacement de la grotte. La grotte elle-même, on l'a déjà fouillée 2 fois, en 2017 et 2019. Et cette année, on s'intéresse à la partie qui est entre le chemin et la grotte, à proprement parler, où il y a des pièces sur les plans, mais on ne sait pas trop à quoi elles servaient. On ne sait pas comment elles étaient décorées ou pas décorées, probablement pas décorées d'ailleurs. Et puis on essaye de comprendre comment la grotte s'insère dans le mur de soutènement de la terrasse. Une très belle campagne de fouilles avec des résultats formidables. D'abord parce qu'on a trouvé les vestiges d'architecture qu'on cherche, on sait où on a des plans pour repérer la grotte, mais la configuration des murs et même la position des décors n'est pas tout à fait celle qu'on attendait, et ça c'est vraiment intéressant. Et puis dans les remblais de démolition, au moment où la grotte, les murs ont été ensevelis en 1732, on y a abandonné quantité de fragments de décors, et là on trouve aussi des décors qu'on ne connaissait pas encore. C'est notre 3e intervention sur la grotte, mais à 3 endroits différents et 3 types de décors différents. On a fouillé pendant une semaine et pendant quelques jours. On a fait cette partie-là. D'abord la niche, la grande niche, 2 pièces secondaires avant la grotte. Et les pièces secondaires, on a trouvé un petit peu de décor en rocaille en place. Et on a commencé à trouver au niveau du sol. Oui, on ne sait pas si c'est du marbre ou pas. Ces fouilles sont extrêmement importantes compte tenu de l'histoire du site, donc l'ancien château des Gondi, de l'introduction des jardins à l'italienne aussi par Albert de Gondi à Noisy, et évidemment sur tout l'enjeu qu'il y a autour de la découverte, notamment l'histoire des techniques pour la construction des grottes sous la Renaissance et là à la fin du XVIe siècle.